Plusieurs centaines de manifestants dans les rues de Diapaga dans la Tapoua ce mardi. Ils dénoncent l'irresponsabilité de l'État face à la fermeture des lycées et collèges de la commune pour insécurité. Plus de 2 semaines après la rentrée des classes, les lycées publics de cette localité de la région de l'Est restent fermés alors qu'au privé, le programme se déroule bien. Et pendant ce temps, à Ouagadougou, les tractations ont débuté pour la nomination d'un premier ministre de la transition, conformément à la charte adoptée le week-end dernier, qui, pour diriger le gouvernement de cette période charnière, ce soir, nous tenterons de dresser un portrait robot du futur chef de l'exécutif. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce 18 octobre. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Tout de suite, direction Diapara, dans la Tapoua, à plus de 400 km de Ouagadougou. Autant cette commune est loin de la capitale, autant elle est confrontée aux dures réalités sécuritaires. À Diapaga, les réseaux de communication fonctionnent au ralenti. Les établissements financiers, le palais de justice ont fermé leurs portes pour insécurité. Et depuis 2 semaines maintenant, ce sont les lycées et collèges publics qui restent fermés. Depuis la rentrée scolaire, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les populations sont descendues dans les rues ce matin. Abdou Aziz Sari. Une marée humaine dans les rues de Diapaga, chef-lieu de la province de la Tapoua. Les élèves et leurs parents manifestent leur mécontentement vis-à-vis des autorités. Plus de 2 semaines après la rentrée officielle des classes, les portes des établissements publics du poste primaire et du secondaire restent fermées pour raison d'insécurité. Tandis que les établissements privés, eux, continuent de recevoir les élèves. C'est l'incompréhension chez ces manifestants qui exigent un changement de donne. Le directeur provincial des enseignements post-primaire et secondaire n'a jamais résidé dans la Tapoua pour accomplir la mission qui lui est confiée. Ça, c'est le Qui, la directrice du CG communal de Diapaga, absente depuis 3 ans. Cela a engendré l'abandon des milliers d'élèves à la merci de la nature. Cependant, l'État qui n'a pas pu mobiliser et exiger la présence du personnel enseignant pour dispenser les enseignements à ses élèves a, à notre grande surprise, déployé une équipe pour les évaluer en fin d'année. Nous pensons que cela matérialise une fuite de responsabilité de l'État. Monsieur le Haut-Commissaire, un regard interrogatif s'impose. En plus de la réouverture des écoles publiques, ces manifestants réclament aussi le rétablissement du signal des réseaux de téléphonie mobile, interrompu selon eux depuis plusieurs jours. Par ailleurs, toutes les institutions financières également ont plié bagage, indiquent ces marcheurs. La patrie ou la mort, la En rappel, la province de la Tapoua est sous pression terroriste depuis des années. La situation s'est exacerbée depuis 2021. Le chef-lieu Diapaga tente une résilience, mais avec beaucoup de difficultés. Avec le changement à la tête du pays, ces manifestants espèrent un nouveau souffle dans la lutte contre l'insécurité afin de libérer leur région des mains des groupes armés terroristes. Autre marche, autre objectif. Cette fois, nous sommes à Ouagadougou. Ce sont des jeunes qui sont dans la rue, sifflés à la bouche. Ils interpellent les grandes puissances de ce monde à plus de justice vis-à-vis des communautés vulnérables au changement climatique. Océan d'abonnés, Abdou Aziz Sari. Ils crient haut et fort leur exaspération avec l'envie de faire changer les choses. Ces manifestants demandent justice. Une justice climatique, disent-ils, pour les sociétés vulnérables dans les pays africains, notamment au Burkina Faso. Nous sommes dans le cadre d'une caravane africaine qui se mène dans 23 pays d'Afrique, dont le Burkina Faso. Et faire une marche, c'est une façon d'interpeller les décideurs et aussi de mettre la pression sur ceux qui vont aller pour les négociations. Parce que par cette marche, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de demander de la justice climatique pour les pays africains qui sont les plus vulnérables au changement climatique.
Donc par cette marche, la société civile, bien sûr, se mobilise pour dire aux gouvernants du monde de jeter un regard vers les communautés les plus vulnérables et qui sont victimes des changements climatiques, notamment des actions anthropiques, des actions dues à l'homme et notamment des actions dues aux pays développés qui, par la pollution de l'environnement, contribuent à l'amplification des phénomènes naturels, dont les inondations, les sécheresses et dont nos communautés, nous le savons, sont les plus vulnérables. Pour cette marche pour le climat, l'Association des jeunes volontaires pour l'environnement est accompagnée de personnes vivant avec un handicap. Ces dernières estiment que ce sont elles les premières victimes lorsqu'il y a des catastrophes naturelles. Pour moi, déjà, la question du changement climatique, les personnes les plus affectées, je voulais dire que ce sont les personnes handicapées. Donc pour nous, c'est déjà très important de tirer la lampe sur cette question. Parce que, comme vous le savez, quand il y a des catastrophes naturelles, nous sommes les premières victimes. Nous avons marché aujourd'hui avec les personnes vivant avec un handicap, qui sont aussi des structures associatives, qui militent dans le domaine de l'environnement et qui sont aussi, autant que nous tous, sont aussi victimes et vulnérables au changement climatique. Donc la marche que nous faisons, c'est pour nous tous, parce que où que nous soyons en ville ou en province ou en milieu rural, nous sommes tous, en tout cas, affectés par les changements climatiques, d'une manière ou d'une autre. Cette marche pour le climat se tient à quelques semaines de la conférence des partis sur le climat, prévue du 6 au 18 novembre prochain en Égypte. Dans l'actualité également, je vous le disais hier, le feuilleton judiciaire au Congrès pour la démocratie et le progrès se poursuit. Une dernière décision de justice a occasionné des tensions. Les forces de l'ordre ont empêché de justesse un affrontement entre les partisans d'Edi Komboyogo et de Achille Tapsoba. Ambiance au siège du CDP avec Maxime Ilboudou. Ambiance tendue au siège du Congrès pour la démocratie et le progrès cet après-midi du lundi 17 octobre entre les partisans de Achille Tapsoba et ceux de Edi Komboyogo. Pendant que ce dernier s'apprêtait à tenir un point de presse sur le contenu de l'ordonnance du juge du tribunal de grande instance dans l'affaire de la présidence du CDP, un groupuscule de militants se réclamant du camp de l'aile historique avec un huissier font irruption pour sceller les locaux du siège. L'autre camp s'oppose et les esprits s'échauffent. Il a fallu l'intervention de la compagnie républicaine de sécurité pour calmer les deux parties. Est-ce que vous avez vu une partie qui dit qu'il faut retirer le CDP? Le CDP a été retiré pour donner à Achille Tapsoba. Nullement. Donc, il ne peut pas sceller. Lorsque le huissier a lu le dispositif, c'est-à-dire cette décision-là, le huissier a dit, sur cette base, je ne peux pas sceller le siège du CDP. Il aurait fallu une ordonnance qui vous donne raison et qui me donne droit de sceller le CDP. Le huissier leur a remis leur papier et est rentré chez lui. C'est ainsi qu'ils ont mobilisé quelques groupuscules pour venir faire de la violence au CDP. Le point d'achoppement, c'est cette ordonnance du juge sur la requête de Edi Komboyogo interdisant le camp de Achille de poser tout acte pour et au nom du CDP et de représenter le parti de quelque façon que ce soit. Achille Tapsoba, dans un communiqué, annonce que son opposant a été débouté et que c'est lui qui continue d'assurer l'intérim du CDP. La réaction de l'autre parti ne s'est pas fait attendre. Le sieur Achille Tapsoba, qui a fait rapidement ce communiqué juste après le verdict, savait qu'il voulait manipuler les esprits. Ça n'a absolument rien à voir avec le communiqué. Il n'y a qu'à lire son communiqué et vous avez cette décision de justice où partout on dit que Edi a perdu le procès, Edi n'est plus le président du parti, Edi. Donc c'est de la manipulation. Et comme ils l'ont toujours fait, ils n'ont pas changé leur méthode. Et c'est vraiment dommage. L'autre problème, c'est le récépissé du parti qui tarde à être délivré. Pourtant, selon les textes, le ministère en charge de l'administration territoriale a 2 mois pour statuer sur la question. 10 mois après le congrès, la décision du ministère se fait toujours attendre. Edi Komboyogo espère qu'avec les nouvelles autorités, une issue favorable sera trouvée. Le fait de ne pas délivrer le récépissé n'est pas du tout normal. Et il faut que très rapidement, cela soit régularisé.
Donc c'est un abus de l'administration qui n'a pas sorti ce récépissé. Nous osons croire qu'avec ce changement, le récépissé, les choses iront dans l'ordre. Nous ne sommes pas un parti voyou, un parti de casse. Nous sommes un parti respectueux. Bien que nos droits aient été piétinés, nous suivons les voies administratives et juridiques et judiciaires pour rentrer dans nos droits parce que nous sommes démocrates. Nos tentatives de rentrer en contact avec le camp Achille Tapsouba pour avoir sa version des faits sont restées vaines. Qu'à cela ne tienne, cette ordonnance relance une fois de plus le feuilleton où chaque aile tire à boulet rouge sur son adversaire. Et nous en venons à la grosse interrogation de ce soir. Qui, pour diriger le gouvernement de la transition, les enjeux sont énormes puisque la charte précise que le Premier ministre remplace le chef de l'État en cas d'incapacité, qui donc pour incarner la deuxième personnalité de l'État. Pour les analystes que nous avons rencontrés, il ne faut surtout pas qu'il soit militaire. Sa connaissance sur les affaires de l'État doit être approfondie, mais aussi savoir conjuguer ses actions avec les autres acteurs sociaux pour apporter des solutions urgentes à la crise sécuritaire. Le portrait robot du futur chef de l'exécutif, c'est avec Benjamin Kwame. Parmi les principales missions de la transition conduite par le capitaine Ibrahim Traoré, figure en première ligne le rétablissement et le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Pour réussir ce pari, le président de la transition doit sortir dans les tout prochains jours un gouvernement. Mais avant, un premier ministre doit être nommé avant de connaître les 25 autres membres. Si la charte adoptée a déjà fixé quelques conditions, comme jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas être dans un cas d'incapacité prévu par la loi, cet homme de médias va plus loin sur son profil. En plus de la connaissance approfondie sur les questions de l'État, le management des hommes doit être de mise. Le premier ministre burkinabé, dans ce contexte-là aussi, doit être quelqu'un qui soit un bon manager d'hommes, qui sait effectivement aller chercher les hommes et les femmes qu'il faut pour accompagner effectivement le président de la transition qui, lui, est un jeune militaire, qui n'a pas forcément une bonne connaissance de l'administration, qui n'a pas forcément une bonne connaissance des institutions de l'État et qui n'a pas forcément une bonne connaissance des relations internationales. L'idéal est d'avoir un Premier ministre qui pourra suppléer le chef de l'État sur certaines questions administratives ou sociales pour laisser la latitude au président de la transition se concentrer sur ce qui urge, la restauration de la sécurité, soutient encore le journaliste. Sa position est confortée par cet enseignant-chercheur. Vu qu'on a un nouveau chef d'État, il faut une personnalité qui ait la confiance de cette personne. Parce qu'on a vu dans d'autres formes de transition où plus tard il y a eu des difficultés, soit entre les militaires et les personnalités civiles que ces militaires avaient nommés par la suite. Donc à la date d'aujourd'hui, c'est le capitaine Traoré qui est le chef de l'État. Donc il faut que c'est une personnalité qui a la pleine confiance du capitaine Traoré. Mais aussi, puisque cette personnalité sera amenée à gérer les problèmes de ce pays, il faut que cette personnalité fasse consensus au regard de sa probité. En parlant justement de consensus, le journaliste et l'enseignant-chercheur sont bien d'accord sur un fait. Pour eux, il n'est pas opportun qu'un officier supérieur de l'armée soit choisi à ce poste et les arguments ne manquent pas pour l'étayer. L'option d'un militaire au poste de Premier ministre ne me semble pas viable, surtout que la première personnalité de l'État est déjà un militaire. Or, nous sommes dans une transition, certes, qui fait suite à un coup d'État. On a un président qui est déjà militaire, mais on veut donner au moins des aspects d'une certaine normalité, d'un certain état de droit qui, quand même, appelle aussi à la participation très active des civils. Donc, je pense qu'un Premier ministre civil serait une très, très bonne idée. Moi, je crois que ce ne serait pas un bon signal que le président étant militaire, qu'on ait un Premier ministre militaire. À partir du moment où il rentre dans une reconfiguration qui se rapproche de l'état de droit, il est bon effectivement qu'on mobilise l'ensemble des compétences nationales autour de comment effectivement pour l'atteinte de l'objectif, de leur objectif qui est effectivement de faire en sorte que le Burkina retrouve sa paix d'antan. La crainte avec Bourema Ouedraogo est qu'il surgisse une autre fracture au niveau de la société burkinabé et au sein de l'armée si un soldat est à ce poste. D'ailleurs, le squelette de la transition est dessiné. L'armée gagnerait à se redéployer dans l'urgence sur le théâtre des opérations
dira Daniel Kéré. Les militaires sont amenés à se consacrer essentiellement et urgemment à la question sécuritaire. Je dirais même que les militaires qui ont pris le pouvoir n'ont pas véritablement leur place à Ouagadougou. Très vite, que ces militaires trouvent des procédés pour regagner le terrain des opérations. Si au sein de l'opinion, des positions sont prises sur le cas malien, avec un Premier ministre beaucoup actif et prompt à réagir sur les sorties médiatiques et appelant le Burkina Faso à faire de même. Aux reporters, les choses sont vues différemment. Être trop bavard n'est pas forcément la bonne chose qu'il faut pour le Burkina. Peut-être que dans le contexte du Burkina Faso, il faut quelqu'un qui soit moins bavard et beaucoup plus efficace. Et moi, ce modèle sur lequel Maïga est un exemple pour le Burkina, je ne suis pas trop sûr. Je dirais même que j'ai des doutes. Ce dont je crois, c'est que nous avons aujourd'hui besoin au Burkina Faso d'un homme qui parle peu et qui agit beaucoup. Le futur Premier ministre doit avoir la carapace assez large et solide pour gérer les affaires civiles et politiques, une des conditions sine qua non pour permettre aux militaires au front d'enregistrer des résultats appréciables dans la lutte contre le terrorisme, conseillent ces deux hommes. L'autre défi à la suite de l'adoption de la charte de la transition, c'est bien la mise en place de l'Assemblée législative de transition. Le nombre de députés est connu, on parle de 71 membres. Ils devraient exercer un mandat gratuit. Mais un autre article dans cette charte indique que l'ALT sera en session permanente, ce qui implique une question de rémunération de ses membres. Alors, question: combien un membre de l'ALT va-t-il coûter aux contribuables burkinabés? C'est Arsène Konditamde qui a sorti sa calculette. Regardez. Selon la charte de la transition adoptée le 14 octobre lors des assises nationales, le mandat des futurs membres de l'Assemblée législative de transition sera gratuit. Changement majeur par rapport à la situation des ex-membres de l'Assemblée législative de transition sous le MPSR 1. Ces derniers percevaient, selon l'observateur Palga, des émoluments d'environ 600 000 francs CFA par mois et des indemnités de session d'environ 22 500 francs CFA par jour de session. La fonction de membre de l'ALT sous le MPSR 2 est gratuite, mais ces futurs députés vont cependant se mettre quelques sous en poche. La charte de la transition dispose à l'article 18 que désormais, l'Assemblée législative de transition est en session permanente dès sa mise en place. Au regard de cet article, si le décret de l'ancien président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, fixant les modalités de rémunération des membres de l'ALT n'est pas revu, chaque député pourrait percevoir 22 500 francs par jour jusqu'à la fin de la transition en juillet 2024. Mathématiquement, cela s'élèverait à environ 675 000 francs CFA tous les mois comme indemnité de session par député. Pour les 20 mois de transition restants, la facture devrait s'élever à environ 13 500 000 francs CFA par individu. Les 71 membres de l'Assemblée législative devraient coûter mensuellement 47 925 000 francs CFA, soit environ 958 millions en 20 mois. À titre de comparaison, les 127 députés de la 6e et 7e législature coûtaient au moins 354 330 000 francs CFA en indemnité de session chaque année. Moins d'1 milliard de francs CFA en 20 mois pour 71 députés de l'ALT version Ibrahim Traoré. Le mandat n'est pas totalement gratuit, mais la facture est quand même moins salée par rapport à celle des membres de l'ALT version Damiba. Et puis, la situation sociopolitique qui vient d'avoir raison du timing de 3 événements majeurs au Burkina Faso. La 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, prévue du 28 octobre au 6 novembre prochain, vient d'être reportée. Le comité d'organisation est conscient du préjudice occasionné. Beaucoup de dépenses avaient été engagées, ont déjà donc été engagées par des exposants d'ici d'ailleurs. Billets d'avion, tickets de voyage, frais de réservation d'hôtel et bien d'autres engagements. Alors, face à la situation, il s'excuse à travers cette note. Nous présentons nos excuses aux exposants, aux acheteurs et visiteurs professionnels, aux sponsors, aux médias, aux partenaires techniques et financiers et aux pays amis et frères pour les désagréments que ce report pourrait occasionner, peut-on lire dans ce communiqué.
Et l'autre événement qui fait les frais de la situation actuelle du pays, c'est la cérémonie de récompense des hommes de médias, la 25e édition de la Nuit des Galians qui devrait se tenir ce 21 octobre est également reportée. Dans la même veine, dans le monde des affaires, le Forum Africalia prévu du 19 au 21 octobre 2022 est reporté. Le Forum ouest-africain de développement des entreprises devrait réunir à Ouagadougou 300 chefs d'entreprise d'une quinzaine de pays. La suite de ce journal avec ces chiffres, plus de 40% des enfants au Burkina Faso sont économiquement actifs, des chiffres qui datent de 2006. Mais sur le terrain, le travail des enfants se poursuit. Le phénomène à la peau dure. L'État veut actualiser ces données afin de mieux lutter contre le phénomène qui a des conséquences néfastes sur l'avenir des enfants. Il a initié une opération d'enquête. Les agents enquêteurs ont déjà été recrutés et sont en formation. Maxime Ilboudou. Le travail des enfants demeure une problématique persistante au Burkina Faso. Avec le boom minier, les enfants représentent 30% de la main-d'œuvre sur les sites d'orpaillage selon une étude de l'ONG Terre des Hommes. Pourtant, de nombreuses dispositions juridiques interdisent les pires formes de travail des enfants. La réalité est tout autre sur le terrain. De l'orpaillage au petit commerce, des milliers d'enfants mettent leur vie en danger au quotidien. Beaucoup d'enfants continuent d'être exploités malgré les sensibilisations, malgré que le corpus juridique au Burkina Faso est assez riche. Mais ils continuent d'être exploités du fait de la situation de vulnérabilité que vivent les familles. Vous savez qu'avec le déplacement des populations, beaucoup d'enfants n'ont plus la chance d'aller à l'école. Les parents ont perdu leurs biens et ces enfants sont obligés aujourd'hui de travailler pour pouvoir compléter le revenu familial. Les autorités en sont bien conscientes, c'est pourquoi le ministère en charge de la protection sociale mise sur la sensibilisation et la prévention contre cette pratique qui constitue un frein à la scolarisation des enfants et à leur santé physique. Le pays s'est même doté en 2019 d'une stratégie de lutte contre les pires formes de travail des enfants. L'idée est de réduire la prévalence des enfants économiquement actifs. Il y a déjà des motifs de satisfaction puisque ce taux est passé de 41% en 2006 à 25% en 2020. Il y a dans certaines régions où il y a déjà eu ces cas et l'administration est intervenue pour retirer ces enfants de ces milieux de travail et aussi sensibiliser les acteurs sur les effets du travail des enfants. En termes aussi, il faut dire que le pays aussi a adhéré à des conventions auxquelles il faut vérifier pour s'assurer que nous allons dans la mise en œuvre de ces conventions. Les récentes données du pays sur le travail des enfants datent de 2006. Des chiffres qui rendent peu efficace la mise en œuvre des politiques de développement. Alors, pour actualiser les statistiques, une enquête nationale sera réalisée durant la période du 10 novembre au 10 décembre 2022 par l'Institut national de la statistique et de la démographie. Cela permettra également de savoir combien d'enfants ne sont pas allés à l'école, mais qui se retrouvent en situation de travail, et les raisons pour lesquelles ces enfants se retrouvent en situation de travail et les circonstances dans lesquelles ces enfants sont en situation de travail. On veut savoir quelles sont les causes réelles et également quelles sont les nouvelles causes, en plus de celles qui avaient été identifiées en 2006 en lien avec le travail des enfants au Burkina Faso. Et l'organisation de cette enquête en 2022 est la bienvenue parce qu'elle va permettre d'actualiser nos données et de voir quelles sont les nouvelles actions que nous pouvons proposer pour lutter contre le travail des enfants au Burkina Faso. Une soixantaine d'agents recenseurs sont en formation dans le cadre de cette enquête. Une semaine durant, ils vont se familiariser avec le questionnaire de dénombrement et les techniques de collecte des données. Une fois sur le terrain, il va d'abord procéder à un dénombrement, c'est-à-dire à un comptage des ménages de la zone de dénombrement. Quand il va finir de compter, voilà, automatiquement, on va choisir maintenant 12 ménages. Et ce sont ces 12 ménages-là qui seront vraiment enquêtés. Je demande si les enfants sont là, les enfants de moins de 5 à 17 ans. S'ils sont là, je les enregistre d'abord. Je demande d'abord quel travail ils font. Pourquoi ils font ce travail-là?
quelle est la cause de le travail qu'ils font. Cette formation est aussi une occasion pour les enquêteurs de mettre sur la table les difficultés rencontrées sur le terrain. Des fois, ils disent que vous êtes venus, bon, et ils n'ont pas ce temps-là. Maintenant, d'autres demandent aussi, est-ce que c'est pour en manger ou bien vous êtes venus pour les espionner. L'insécurité, à certains ménages, eux ils disent que tu ne dois même pas dépasser 30 minutes dans un ménage. L'enquête nationale sur le travail des enfants va coûter plus de 147 millions de francs CFA et va couvrir 3398 ménages dans les zones relativement sécurisées. Les premiers résultats sont attendus en janvier 2023. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi partout au Burkina Faso et plus précisément depuis le village de Boulel dans la commune de Botou dans la Tapoua. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.